Découverte des scientifiques. Là, c'est affiné cela pour que nous soyons en mesure de retenir. Pour le travail. Et le travail qu'on nous donne ici, c'est de former les jeunes gens pour qu'ils... Voilà, maintenant ça fait 5 ans que je suis vraiment impliquée ici dans la région. Découverte des scientifiques. Un magazine de la radio universitaire Isar Bukavu consacré à la vie, aux publications et aux perspectives des professeurs, chercheurs et chefs de travail. Prenez rendez-vous avec la sonde de pensée TFM, tout sur nos professeurs. Nous aimons nos scientifiques. Découverte des scientifiques. Votre magazine. Bonjour et en tout cas bienvenue dans Découverte des scientifiques, une émission de radio universitaire qui vise à donner des exemples positifs à suivre aux étudiants. Aujourd'hui, nous recevons le professeur Kamala Kaoma. Ses recherches actuelles abordent plus l'économie verte. Son message aux étudiants est de toujours mieux faire ce qu'on doit faire dans le présent. Découverte des scientifiques, bienvenue. Professeur Kamala Kaoma, bonjour. Oui, bonjour Vital. Voilà. Professeur, cette émission Découverte des scientifiques est consacrée à vous, consacrée à vos recherches, consacrée également à tout ce que vous faites dans la vie professionnelle. Et bien sûr, c'est l'idée d'inspirer des jeunes étudiants qui est à la base de cette émission. Professeur, avant de commencer, pouvez-vous nous parler de professeur Kamala? Bon, alors, je ne sais pas si je peux réussir à parler de moi facilement, mais bon, je suis Kamala et donc, avant d'être professeur, voilà l'homme que je suis. Mais peut-être donner une idée de mon parcours, aussi bien scolaire qu'académique. Donc, j'ai fait des études secondaires au collège Alpha Jigri. Donc, j'ai eu un diplôme d'État en maths physique. Après, j'ai fait un graduat en sciences économiques. Et par la suite, j'ai fait une licence en sciences économiques aussi, avec comme orientation économie rurale. Après, j'ai fait une maîtrise S économie. Et par la suite, j'ai fait un diplôme d'études approfondies en sciences économiques. Je vais peut-être revenir là-dessus après. Mais dans le cadre de mon DEA, du diplôme d'études approfondies, j'ai pris comme orientation macroéconomie appliquée, monnaie, finance, banque et économie internationale qui avait des options dans la macroéconomie appliquée. Après, j'ai fait un doctorat, j'ai fait un PhD en sciences économiques en prenant 2 majeurs. Le premier majeur, c'était Econometrics, donc l'économétrie. Et le deuxième majeur, c'était Environmental Economics, donc l'économie de l'environnement. Voilà, professeur, d'abord, je voudrais revenir à ce que vous dites sur votre cursus secondaire. Vous avez choisi les maths physiques. Pourquoi avoir choisi cette option au secondaire? Non. En fait, moi, j'avais d'autres idées. Enfin, je crois que ça, c'était lié à ma vie. En choisissant l'option maths physique au secondaire, je ne pensais pas plus tard que je ferais l'économie. Moi, j'avais choisi l'option maths physique parce que je rêvais d'être ingénieur. Et après, il y a eu d'autres choses dans la vie qui ont fait que je ne puisse pas aller vers la formation d'ingénieur. Et en attendant que je puisse avoir la possibilité d'aller vers là où je pouvais avoir cette formation, je me suis dit que je pouvais m'essayer à ce qui était organisé à côté. Voilà comment j'ai pris l'inscription à l'Université catholique de Bukavu et que finalement je me suis retrouvé en économie. Donc, c'est une très longue histoire, mais je préfère la raccourcir comme ça. En tant que quelqu'un qui a fait déjà les sciences au secondaire, vous êtes allé vers l'économie. Vous aviez la possibilité de faire d'autres choses, mais vous avez choisi l'économie. Oui, j'avais la possibilité de faire d'autres choses, mais j'ai choisi de faire l'économie parce que quand on m'a intéressé, celui qui m'a parlé de l'économie m'a dit non. Avec un background en maths physique, on est mieux préparé pour faire l'économie parce qu'en économie, il y a trop de mathématiques. Et je pense que celui qui me l'avait dit ne s'était pas vraiment trompé. Au départ, c'est en première année et en deuxième année que j'ai semblé, en première année surtout, où j'ai
semblais ne pas trop me retrouver avec le cours de comptabilité. Mais à partir de la deuxième année, les choses sont devenues beaucoup plus claires en tout cas. Parce qu'à l'époque, en première année, on donnait le cours de comptabilité générale. En deuxième année, on donnait déjà le cours de comptabilité des sociétés. Et moi, j'ai cru que mon background en maths physique, surtout en mathématiques, m'a beaucoup plus permis de me retrouver même dans des cours à caractère comptable, notamment celui de comptabilité des sociétés. Mais c'est plus en troisième année plus tard, parce qu'on donnait le cours de comptabilité analytique en G3, c'est là carrément que j'ai vu comment mon background en mathématiques m'a aidé, parce que moi j'ai cru mieux comprendre la comptabilité analytique que d'autres. Alors, en plus de la comptabilité, il y a d'autres cours à caractère économique où on mobilise quand même des outils mathématiques. Et donc, avec un background en maths physique, j'étais vraiment bien préparé pour faire l'économie. Est-ce qu'on peut dire, sans se tromper, que le professeur Kamala était un étudiant brillant déjà? Je ne sais pas, mais bon, mais ça, dans une interview comme ça, j'aurais du mal à parler de ça. Mais en fait, moi, j'ai fini la licence avec 4 distinctions sur les 5 années. Il n'y a qu'en première année que je n'avais pas fait de distinction. Voilà. Et donc, bon, mais ce serait quand même malheureux d'entrer dans ces genres de considérations. Ah oui, justement. Professeur, est-ce que vous vous prépariez à aller jusqu'à la thèse en étant déjà étudiant? Ah, bonne question. Je pense que j'ai eu une grande influence de l'UCB, donc de l'université dans laquelle j'ai évolué. L'UCB a donné à la RDC, et particulièrement, bon, je dirais de manière beaucoup plus localisée, à Bukavu, un rêve que très peu de gens pouvaient entretenir sans l'UCB. Ce rêve-là, c'était celui de voir les gens finir le diplôme, les études au niveau licence et avoir la possibilité d'aller plus loin. Il me semble que avant que l'UCB n'ouvre à ce type de possibilités, elles existaient, mais elles étaient très très limitées ailleurs. Surtout que, bon, avant ça, les institutions d'enseignement supérieur qui existaient dans la ville n'étaient pas nombreuses. Et donc, moi, c'est en voyant les aînés qu'on a eu à l'UCB, d'abord comme enseignants, ils ont été recrutés comme assistants. Et l'université leur a donné la possibilité d'aller aux études. En voyant les aînés de 2 premières promotions de l'UCB, qui, après avoir terminé, après avoir été sélectionnés comme assistants, ont pu aussi avoir la possibilité d'aller en formation. Mais bon, ça a quelque part aussi nourri l'ambition de pouvoir aller loin aussi. Et au départ, vous ne pensiez pas que c'était possible de le faire, que juste après vos études universitaires, vous alliez continuer? Alors, pour être honnête, oui, l'ambition, je l'avais déjà dès le départ. Alors, même en me disant que je pensais être ingénieur plus tard et que j'ai raté ça, l'idée n'était pas que je sois un ingénieur tout le monde, c'était que je sois un ingénieur quand même d'un niveau assez avancé. Voilà. Vous êtes allé aux études, les niveaux déjà, vous êtes allé avec, vous avez déjà la thèse. Pouvez-vous, professeur, nous partager les contenus de votre thèse? Alors, le contenu de ma thèse est très facile à vous partager. Alors, moi j'ai travaillé sur le capital humain et la pauvreté. Alors, la problématique qu'il y a derrière cette thèse, c'est de voir dans quelle mesure l'accumulation du capital humain, c'est-à-dire l'investissement dans l'éducation et dans la santé, tout particulier, c'est ça, parce que le capital humain peut aller au-delà de ça. Pour moi, c'était l'investissement dans la santé et l'éducation. Comment cela peut participer à la diminution de la pauvreté dans le temps. Alors, quand on parle de la diminution de la pauvreté dans le temps et donc de la dynamique de la pauvreté, moi j'ai pris non seulement la dynamique de la pauvreté au sein des générations, mais également la dynamique de la pauvreté entre les générations.
Alors, c'est plus cette analyse de la dynamique intergénérationnelle que l'on connaît dans la littérature aussi bien économique que sociologique sous l'angle de la mobilité sociale, c'est-à-dire la comparaison des individus par rapport à leur progéniture ou la comparaison des individus observés aujourd'hui par rapport à leurs parents. C'était ça en fait la problématique derrière ma thèse. Mais alors, elle cache essentiellement deux choses. La première chose qu'elle cache, c'est d'abord la dynamique de la croissance du bien-être. La deuxième chose qu'elle cache, c'est celle des inégalités de chance. Quelles sont les Est-ce que l'investissement dans l'éducation, dans une collectivité, participe à la diminution d'inégalités de chance entre individus et entre générations? Donc voilà la problématique. De manière naïve, voilà la problématique. Professeur, quelles étaient les conclusions de cette thèse? Alors, quelles étaient les conclusions de ma thèse de doctorat à l'époque? Je n'avais pas de données appropriées pour travailler sur le Congo. Je n'avais pas de données appropriées pour travailler sur plusieurs pays. Et donc, j'ai eu la chance quand même d'avoir des données appropriées dans le cas de la Tanzanie. La Tanzanie, à l'époque, était l'un des rares pays dans lequel on pouvait trouver des données qu'on appelle des données en panel, c'est-à-dire des données qui sont collectées dans le temps, mais où on collecte les mêmes informations sur les mêmes individus à travers le temps. Et donc là, on peut justement voir l'évolution du bien-être de ces individus, l'évolution du bien-être des ménages dans lesquels ces individus se retrouvent à travers le temps. Alors, ce que nous retrouvons comme conclusion, c'est que dans les milieux ruraux, l'investissement, particulièrement dans le cas de la Tanzanie, l'investissement éducatif participe moins à la dynamique de la pauvreté que l'investissement dans le domaine de la santé. Et donc, selon vos conclusions, il faut plutôt investir dans le domaine de la santé? Ah non, ce n'est pas qu'il faut plutôt investir dans le domaine de la santé, il faut investir beaucoup plus dans la santé et un peu moins que dans la santé, dans l'éducation. Voilà, professeur, c'est une thèse très intéressante. Après cela, vous avez continué d'autres recherches. Quels sont les thèmes qui vous intéressent particulièrement? Alors là, il faudrait donner de la précision. Vous voyez que le thème que j'aborde n'a rien à voir avec l'économie de l'environnement. Alors, il y a des conditions qui ont fait que ça m'intéresse. Ça, c'était essentiellement la partie modélisation, la partie économie de la santé. Mais après avoir obtenu le doctorat, je suis revenu vers l'économie de l'environnement et aujourd'hui, je m'intéresse tout particulièrement à la valorisation économique, à la valorisation monétaire de la biodiversité, ce que nous appelons l'économie de la biodiversité. Donc je suis dans l'économie verte, l'économie de la biodiversité, l'économie minière. Toutes ces questions-là m'intéressent au plus haut point, l'économie de l'eau en particulier, parce que ça fait pratiquement 5 ans maintenant que j'enseigne l'économie de l'eau à l'université panafricaine à Tlemcen en Algérie. Donc voilà, tout ce qui tourne autour de l'environnement essentiellement, les mines, l'air, l'eau, la forêt, la biodiversité, voilà ce qui me touche au plus haut point. Et ces thèmes, pourquoi c'est seulement ces thèmes que vous choisissez de mettre dans vos recherches? Ah, mais très bien. Est-ce que c'est parce que l'environnement aujourd'hui est dit un peu dégradé et que l'on doit revenir pour... Non, en fait, ce n'est même pas ça. Ce n'est pas essentiellement parce que l'environnement est dégradé. C'est parce que moi, j'ai l'impression que dans l'analyse économique, chez nous en particulier, très peu d'attention a été portée sur l'économie de l'environnement, sur les questions économiques en rapport avec l'environnement. Il y a eu de la recherche, il y a eu de l'intérêt sur l'économie des ressources naturelles. C'est-à-dire, beaucoup de gens se sont intéressés, et même les décideurs, chez nous essentiellement, quand vous êtes dans une économie qui dépend essentiellement de la production minière, l'économie des ressources naturelles est au cœur de votre raisonnement. Pourquoi? Parce que vous regardez comment est-ce que l'exploitation de ressources naturelles contribue à la valorisation de l'économie, à la constitution de la base de production. Ça, c'est l'économie de ressources naturelles. Mais l'analyse de la manière dont l'économie telle qu'elle est organisée affecte l'environnement, on n'en avait pas beaucoup.
Alors, ce n'est pas seulement au Congo, dans plusieurs pays d'Afrique, c'est des recherches qui n'ont pas plus de 20 ans, hein, si on peut en trouver. Et donc, si d'autres ont pu mener ce type de recherche chez eux, pourquoi est-ce que nous ne devrions pas également en avoir chez nous? Voilà la question qui est au cœur de cela. Hein. La dégradation de l'environnement, c'est vrai, il y a des choses qui sont réelles dans la dégradation de l'environnement, mais il y a quand même une très grande mafia aussi autour de ce discours. Hein. Les gens veulent exploiter ce discours pour aussi nous faire avaler ce que eux imaginent comme idéologie, hein, qui devrait guider notre action. Donc, non seulement il faut avoir une idée critique sur des questions d'environnement, mais aussi il faut agir dans le sens de protéger l'environnement. Il faut agir dans le sens de protéger l'environnement là où on a vraiment des preuves que l'environnement est dégradé et que cette dégradation de l'environnement est liée à l'action de l'homme ou est liée à des choses que l'on peut maîtriser par l'action de l'homme. Mais il y a une autre dimension idéologique et c'est là, en tout cas, il faut la prendre avec des pincettes. Et je vais, professeur, prendre un autre aspect. Vous enseignez aux étudiants. Quel est le message que vous lancez la plupart du temps à vos étudiants? Je ne sais pas. Je pense que c'est aux étudiants qu'il faut poser cette question. Mais on est dans un environnement très difficile, où pour étudier, les gens sont obligés parfois de mobiliser la famille, de mobiliser plusieurs personnes dans la famille. Les gens étudient dans des conditions très très difficiles et qui font que parfois les gens ne pensent pas aux bénéfices que leurs études pourraient leur donner demain. Alors il me semble que prendre la vie comme telle, c'est une erreur. Les études, lorsqu'elles sont bien faites, même dans nos conditions chez nous, valent la peine. Pourquoi? Parce que si je prends ma propre vie aujourd'hui, peut-être, hein, je ne peux pas dire à 100% que c'est ça, mais je ne pense pas que je serais devenu aujourd'hui professeur, que je serais devenu ce que je suis, que j'aurais même réalisé le peu de satisfaction que j'ai comme humain si je ne m'étais pas sérieusement accroché à mes études pendant que j'avais l'âge de mes étudiants. Je crois que ce que j'ai pu bien faire hier me permet aujourd'hui de pouvoir un peu bien faire ce que je fais. Professeur, je voudrais comprendre, est-ce que vous avez l'impression que certains de vos étudiants ont l'ambition de suivre les pas que vous avez suivis? Alors là, je pense que vous me posez une question intéressante parce que la seule chose que moi je trouve de fascinant dans l'enseignement, c'est que chaque jour, on arrive à trouver des esprits plus brillants que soi-même. Alors moi c'est la beauté que j'ai dans l'enseignement, c'est que parfois vous êtes en train de réaliser un enseignement et vous réalisez la facilité avec laquelle un étudiant peut appréhender ce que vous lui donnez comme enseignement et vous vous mettez vous-même en balance. Vous dites, à son niveau, je n'avais peut-être pas, bien que je puisse penser que j'étais brillant, je n'avais pas la même finesse que l'étudiant face auquel je me retrouve. Je crois que ça fait partie des éléments qui font la beauté de l'enseignement et qui font que nous y restions le plus longtemps. C'est-à-dire, en français facile, qu'il y en a. Parmi les étudiants que nous avons dans diverses institutions, il y en a quand même qui ont cette flamme-là. On la voit et on peut se dire que ça, c'est quelque chose qui mérite d'être encouragé pour que l'étudiant aille le plus loin possible. Et c'est vraiment une très bonne chose, professeur. Un autre élément que je voudrais comprendre, vous souhaitez toujours continuer dans cette carrière d'enseignement et de la recherche? Je pense oui, je pense que j'ai des bonnes raisons d'espérer poursuivre ma carrière d'enseignant et de chercheur jusqu'au bout, jusqu'au moment où le corps ne me permettra plus de le faire. Professeur, avez-vous déjà envisagé d'aller dans un autre secteur que celui de l'enseignement et de la recherche? Non, celui de l'enseignement et de la recherche, oui, mais celui de la décision publique. Parce que c'est collé à la recherche. La recherche
est effectivement censée, la recherche en sciences sociales, elle est effectivement censée éclairer les décisions publiques. Et donc on peut quitter du monde de la recherche et aller vers celui de la décision publique, sans trop de soucis et sans se faire trop de problèmes de conscience. Professeur, est-ce que vous avez l'impression que certaines recherches que vous faites sont suivies souvent par les décideurs, comme vous parlez de tout à l'heure? Alors là, je ne le dirai pas. Je pense au contraire, et même dans ce que moi j'essaie de faire comme capacitation de ceux qui n'ont pas encore mon niveau, j'insiste beaucoup sur le fait qu'il n'existe pas, et ça ce n'est pas seulement au Congo, dans beaucoup de pays en développement, il n'existe pas de plateforme, il n'existe pas d'espace d'échange, d'espace de collaboration, d'espace d'interaction entre les décideurs et les chercheurs. Et c'est donc une plateforme qui devrait être créée. C'est des plateformes, pas une seule. C'est des espaces que l'on devrait créer. Mais maintenant, qui devrait les créer? C'est justement les décideurs qui devraient justement trouver de l'intérêt à s'appuyer sur de la recherche dans leurs différentes décisions. Donc ça c'est l'une des faiblesses de nos pays. Mais je pense que petit à petit, il y a des pays qui commencent à comprendre cela, particulièrement en Afrique de l'Ouest et en Afrique australe, et maintenant un peu plus en Afrique de l'Est. Mais nous, en Afrique centrale, on reste encore un peu loin de cet idéal. Donc on a de la recherche qui est menée et qui est peut-être très bien faite, mais qui malheureusement ne nourrit pas les décisions publiques mises en œuvre. Professeur, pour finir cette émission, je voudrais que vous nous partagiez un message, notamment particulièrement pour la communauté universitaire dans laquelle vous êtes. Alors, pour la communauté universitaire, un message, ce serait peut-être celui-ci. Le monde, la vie, nous réserve beaucoup de bonnes surprises, beaucoup de surprises agréables. Mais tout ce qu'elle nous demande, c'est d'être prêt à les recevoir. Et pour être prêt à recevoir ces surprises très agréables demain, il faut faire ce que l'on est censé faire aujourd'hui et bien le faire. Qu'est-ce que je suis en train de dire en français facile? L'étudiant qui est encore sous le banc de l'école aujourd'hui, il devrait acquérir la connaissance pour laquelle il est là. S'il a bien acquis cette connaissance, demain, le marché du travail ne pourra jamais ne pas en tenir compte. Voilà. Professeur, merci beaucoup. C'était un honneur de vous avoir dans cette émission. Je vous remercie. Découverte de scientifiques. Votre magazine. C'est la fin des découvertes des scientifiques. Prenons un nouveau rendez-vous la semaine prochaine.